Merci d'être présent pour cette réunion donc, autour des métiers du commerce. Donc, je remercie énormément la société GoSport et Mojam qui intervient ici pour vous présenter donc, l'entreprise GoSport et les métiers du commerce au sens très large. Donc, on a l'entreprise GoSport, on a l'entreprise Devrette qui devrait venir aussi, qui est plus donc, dans le textile. Et en troisième partie, on aura l'entreprise Vika qui fait plus de l'ingénierie et de la conception, qui vend plus des services. Voilà. Le FONGICIF, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on est conseiller en évolution professionnelle, donc on accompagne les salariés sur leur projet d'évolution, de reconversion. L'accompagnement est totalement gratuit. En termes de comparaison, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous avez Pôle emploi, tout le monde le connaît. Quand vous êtes salarié, on ne sait pas vers qui se tourner. Il y a le FONGICIF. Depuis la réforme de 2014, l'État a reconnu les FONGICIF comme opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Donc on fait de l'accompagnement avec des conseillers à l'emploi qui sont présents parmi nous. C'est totalement gratuit, c'est non limité dans le temps. Voilà, on vous accompagne sur votre projet, j'insiste, d'évolution dans votre entreprise et sur vos projets de reconversion. Voilà, totalement gratuit, non limité dans le temps. Alors du coup, moi ce que je vous propose en fait, c'est une présentation tout d'abord de GoSport, du groupe GoSport, avant d'aborder plus précisément la question du commerce, la question des métiers chez GoSport, et puis bien évidemment si vous avez des questions, voilà, l'objectif c'est qu'on profite du petit comité pour en échanger de tout cela. Alors moi mon rôle chez GoSport, donc je suis chargée de recrutement pour le réseau de magasins intégrés GoSport. Donc chez GoSport, dans le groupe GoSport, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs sociétés, les magasins GoSport, les magasins Courir, et au sein des magasins GoSport, il y a un réseau de magasins intégrés et un réseau de magasins en franchise, donc affiliés, franchisés. Donc moi je m'occupe du réseau de magasins intégrés et je vais recruter principalement, moi je vais gérer le process de recrutement des postes d'encadrement, mais je vais intervenir également dans le process de sélection du personnel de vente, vendeurs, hôtes de caisse, pour lesquels je vais notamment intervenir principalement sur la communication. Donc pour faire une présentation de GoSport, du groupe GoSport, tout d'abord je vais commencer par les valeurs. Donc on a 4 valeurs qui symbolisent aujourd'hui notre état d'esprit chez GoSport. La performance dans le commerce, l'esprit d'équipe. Alors l'esprit d'équipe, on fait le lien avec esprit d'équipe sport. Le plaisir et l'orientation client. Aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité très concurrentiel, concurrence d'autres magasins, concurrence de l'internet. Donc aujourd'hui, le focus est mis vraiment sur les clients, c'est le cœur de métier. Il faut que chaque collaborateur soit orienté sur le client. Donc GoSport, nous, notre identité, nous sommes des multispécialistes du sport. On a chez GoSport en fait cohabitent des marques internationales et des marques propres GoSport. Ce qui va nous différencier par exemple de Decathlon, où eux leur stratégie c'est clairement d'être orienté 100% marque Decathlon. L'objectif c'est qu'en 2019 dans les Decat on ne retrouve que des produits Decathlon. On va ressembler plus à Intersport qui a une offre marque internationale et une offre marque propre, à la différence que Intersport est tourné sur le modèle de la franchise et nous avons une partie du réseau en intégré, une partie du réseau en franchisé. Donc GoSport est le multispécialiste du sport qui propose bien plus qu'un assortiment autour des marques internationales valorisées, un engagement authentique et enthousiaste à faire vibrer la passion du sport auprès de tous ceux qui en font un pilier de l'équipe de leur vie. Ça, le sport, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie des qualités qu'on recherche chez les collaborateurs qui nous rejoignent. Donc les univers qu'on retrouve chez GoSport, donc les sports urbains, avec donc le running, les sports co, le fitness, la natation, les chaussures loisirs, le textile, avec une marque propre pour la fille, le garçon, l'homme, la femme. Et puis les sports outdoor où on va retrouver plus de technicité à travers donc, les pratiques du cycle, les pratiques du ski, les pratiques de la randonnée notamment. Donc, toutes les marques que l'on retrouve chez GoSport, donc là des marques internationales,
Je pense que ça vous parle. Bon, c'est des marques qu'on connaît très bien. Et puis les marques propres à Go-Sport, puisqu'on retrouve donc cet équilibre entre les marques internationales et les marques Go-Sport. Donc Danskin, c'est la marque de Go-Sport plutôt orientée danse, fitness, yoga. Scrapper, c'est la marque de vélo, donc VTT, vélo de ville. Vario également. Athlitex, c'est une marque plutôt technique pour les pratiques de sport collectif, pour les pratiques de running. Up to Glide, on va être plus sur du sportwear, sac à dos, blouson, mi-ville, mi-sport. Soft, on est sur des produits détente ou yoga. Wannabe, c'est notre marque outdoor. Et puis LS, marque avec laquelle on a un contrat d'exclusivité. Donc voilà, c'est une petite présentation des marques, des produits. Donc Soft, on est sur du bien-être, du confort, détente, donc c'est pour avant, après le sport. Up to Glide, on est clairement sur quelque chose plus street, style urbain. Athletech, donc comme je disais, on est sur les sports co, sur le running, donc avec une fibre beaucoup plus experte. Les partenariats, aujourd'hui chez Go-Sport, c'est quelque chose que l'on développe énormément. Les partenariats, alors partenariats avec des fédérations de sport, partenariats sur des événements sportifs, avec des clubs sportifs, ça peut être à l'échelle locale. En magasin, les collaborateurs peuvent être amenés à participer au développement de partenariats, comme des partenariats nationaux comme on a eu avec le PSG. Là, j'ai mis le Go-Sport Running Tour, c'est notre événement course emblématique chez Go-Sport. C'est une course qui se déroule dans les jardins du château de Versailles. Donc, c'est un bel événement en grande pompe, auquel, en tout cas, on est à l'initiative de ce projet-là. Et on a également un partenariat avec la Fédération Handisport. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a une mission handicap, un groupe projet qui existe en interne chez nous, dédié à cette question-là, de l'intégration de personnes qui connaissent un handicap. Et on a également un partenariat donc, avec la Fédération française d'handisport. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis obligée de parler réseaux sociaux parce que ça fait partie des moyens de communication que l'on a et sur lesquels on communique grandement. Donc Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et la page LinkedIn à laquelle je vous invite à vous abonner parce que pour l'instant on a 8500 abonnés et on m'a fixé comme challenge d'atteindre les 10 000 en fin d'année. Donc on y est presque. Donc si vous voulez vous abonner à la page, je vais parler de toutes les actus recrutement qu'on peut avoir, les postes qui sont ouverts en interne, les événements comme aujourd'hui auxquels le groupe prend part. Donc aujourd'hui, c'est un des médias sociaux qui nous donne une grande visibilité. Où les magasins Go-Sport sont-ils implantés? Alors aujourd'hui, on a deux modèles. Soit les magasins de centre-ville, exemple à Grenoble, le magasin Beria, et en périphérie, typiquement, on sera plus sur le modèle de comptoir. Donc aujourd'hui, on va être sur les deux environnements. Et pour la petite info, donc les flagships chez nous, donc les magasins emblématiques, nos plus belles vitrines, chez nous, ce sont donc la Défense, les Halles, Val d'Europe, Nice et Chambéry, qui depuis peu est devenu un magasin école qui nous permet de formaliser la formation de nos collaborateurs. Les implantations. Alors il y a le réseau de magasins franchisés et le réseau de magasins intégrés qui sont présentés ici. Donc comme vous le voyez, on a une grosse présence sur Rhône-Alpes et PACA, la région Île-de-France
bien évidemment. Donc en orange, ce sont les magasins franchisés. Pour faire focus sur la population magasin, donc j'ai essayé de faire un organigramme des postes que l'on retrouve au sein des magasins. Donc bien évidemment, le directeur, la directrice de magasin qui est à la tête du centre de profit. En dessous, on va retrouver donc le manager de rayon qui lui va avoir... on n'a pas de directeur adjoint chez Gosport, donc c'est lui qui va jouer ce rôle de bras droit du directeur ou de la directrice, qui va pouvoir le seconder directement, qui va le remplacer ponctuellement en son absence. Donc là, on est sur le statut cadre. L'animateur ou l'animatrice de département, on est sur un statut agent de maîtrise. Alors, chez nous, en fonction des magasins, en fonction de la configuration des magasins, on peut avoir un animateur département directement rattaché au directeur de magasin, comme parfois on a ce schéma-là, directeur, manager et animateur. Ça dépend de la taille des magasins. Donc là, on est sur un poste d'encadrement, également de management. L'animateur, lui, va avoir une vision un peu plus concentrée sur son rayon, son périmètre, par rapport au manager de rayon qui va avoir une vision beaucoup plus globale magasin. Donc là, ce sont les trois fonctions d'encadrement chez Gosport. L'animateur des ventes, ensuite, qui va être attaché à l'animateur département ou au manager en fonction des magasins. Lui, ça va être un vendeur plus, un vendeur expérimenté, un vendeur qui peut avoir un rôle managérial de temps en temps en fonction de la structure du magasin. Et puis la population donc, de vente, vendeurs-vendeuses, les techniciens cycles. Donc les techniciens cycles, puisque sur les magasins, nous avons un rayon cycle, nous avons un rayon ski. Il faut une population technique pour entretenir ce matériel-là. Donc on a des techniciens de ski, des techniciens cycles, des skimans qui existent, mais qui ont aussi un rôle de vente. Je fais des interventions notamment au CNPC auprès de l'organisme qui forme ces personnes-là. J'insiste toujours bien sur le fait que c'est avant tout un métier de vente, parce qu'on passe pas 100% de son temps en atelier et qu'il faut aimer quand même, il faut avoir cette fibre-là. Et puis les magasiniers qui font partie des postes logistiques que l'on retrouve en magasin, parce que quotidiennement on a des livraisons et qu'au vu des flux, il faut avoir des personnes dédiées au bon traitement de ces livraisons. En ce qui concerne le process de recrutement, donc on a notre site Gosport dont j'ai indiqué l'adresse ici. Tout aujourd'hui passe par le site. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à aller consulter les offres que l'on peut retrouver sur notre site internet, à postuler directement en ligne. C'est moi qui m'occupe du traitement des candidatures. Et puis, comme je vous disais, donc sur la page LinkedIn, on retrouve toujours notre actualité métier, actualité de l'emploi chez Gosport. Et il y a pas mal d'informations aussi qui peuvent vous être données via ce média. Voilà. Donc aussi bien sur les postes de vente, les postes d'encadrement, tout est en ligne sur ce site-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment c'est la relation entre les franchisés et les magasins non franchisés, elle se construit comment dans le temps chez vous à Gosport? C'est deux entités bien différentes. Ouais. C'est deux entités bien différentes avec des directions différentes. Parce que pour le coup, les franchisés sont complètement indépendants. Ils ont les produits Gosport, ils utilisent la marque. Après, ce sont leurs propres patrons, des indépendants. Donc, c'est deux choses qui sont complètes. Enfin, il y a une passerelle qui existe, hein, un collaborateur Gosport réseau intégré. Si demain il a envie de basculer, d'ouvrir sa franchise, c'est quelque chose qui est tout à fait jouable. Moi, à mon niveau, j'interviens pas du tout sur le réseau franchisé. Donc c'est eux qui font leur propre recrutement. Éventuellement, je peux venir en support
au niveau de la communication, par exemple, mais j'interviens pas dans le process de recrutement. Mais par exemple, du coup, un responsable de magasin d'un franchisé, il n'a pas l'obligation de passer du temps dans les magasins non franchisés. Il n'y a pas de ce type de stratégie RH, non. Je sais pas, Non. par rapport à Alors, des standards ou des non, process qui sont mis en place. Il y a une formation au process qui découvre les process GoSport. Après, sur les produits, il y a toujours chaque année des présentations de collections qui existent, mais après, ils ont une relative indépendance. Après, ils peuvent faire leur promotion comme ils veulent, décalée ou pas décalée, ou il y a pas Bonne une question. règle Après, dans le les- détail, je ne sais pas exactement comment ça se passe chez eux, par rapport au catalogue notamment. Ouais, je ne sais pas. Je Parce sais pas qu'on dire de reçoit nos bêtises. catalogues, donc est-ce que donc, voilà, les revues publicitaires, Ouais. est-ce qu'ils peuvent suivre la même chose ou Oui. faire différemment? Je voudrais pas vous dire de bêtises là-dessus. D'accord. De toute façon, ils doivent avoir accès à la plateforme de commande chez Oui, les fournisseurs. ouais, tout à fait. Si vous avez Oui, un oui. catalogue de fournisseurs. Ça, ouais. Est-ce que sur les métiers, vous avez des questions sur... Non, moi c'était pas sur les métiers, mais c'est plus sur le côté partenariat, sur tout ce qui est lié au handisport. Oui. Il y a une personne en particulier qu'on peut contacter chez vous pour... Il y a deux personnes, oui. Une chef de mission sur la mission handicap, qui est Laurine Carrier, et Claire Bellemin-Comte qui l'accompagne également. Alors elles ont des rôles, une va être plus axée sur le recrutement, l'autre va être plus axée sur la vie après des collaborateurs dans la structure. Mais oui, il y a deux personnes qui sont dédiées à cela. D'accord, donc ça c'est pour la partie collaborateur et des Ouais. associations qui voudraient monter des partenariats avec vous. C'est généralement, alors ça passe par le service communication, c'est bien souvent géré au niveau national. Après, les magasins ont aussi une liberté qu'ils leur auraient laissée pour participer à des événements, créer des partenariats à l'échelle vraiment locale du magasin. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Votre siège national, pardon, il est à Sassenage toujours ou Oui. c'est le siège régional? Non, alors le siège historique, le siège GoSport est donc, avenue de la Falaise à Sassenage. On a un deuxième siège social qui est à Alfortville, en région parisienne. Il y a une partie des fonctions support qui sont également sur Alfortville. Donc aujourd'hui, chez nous, on a plein de postes qui sont ouverts sur les fonctions de vente, d'autres de caisse, sur les fonctions de technicien cycle. Alors ça, faut être passionné avant tout, ce sont des passionnés de vélo qui s'orientent vers ces métiers-là. Et puis on a aussi bien évidemment des postes d'encadrement qui sont ouverts notamment sur Grenoble. On recherche des animateurs de département, on recherche des managers de rayon. Et sur les techniciens, vous recrutez des gens déjà formés ou... Pas forcément. Pas forcément. On va dire la plupart ont un CQP cycle, sont passés par le CNPC, ont déjà validé la formation en amont. D'autres nous rejoignent et puis font cette formation par ailleurs. En sachant que le CQP cycle aujourd'hui n'est plus une obligation, mais c'est quand même un prérequis important. Donc ouais, autant ils le passent en amont, autant on arrive à accompagner justement à la formation des collaborateurs. Et justement, votre politique, c'est quoi? C'est de plutôt recruter en externe des managers ou plutôt de développer l'évolution en interne? Les deux. Alors, le premier réflexe, ça va être de faire grandir des collaborateurs en interne, des animateurs département qui ont le potentiel de devenir manager. Ça, c'est le réflexe premier. Après, il arrive qu'en magasin, on n'ait pas ces potentiels évolutifs. Les gens ne sont pas prêts ou n'ont tout simplement pas envie d'évoluer. Et auquel cas, il faut qu'on aille chercher ces ressources-là à l'externe. C'est pas rédhibitoire pour vous de commencer en tant que, je sais pas, caissier ou vendeur lambda et de Ah non, bah non, clairement. Clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis en avant dans le groupe.
c'est que l'évolution, aujourd'hui on a des directeurs de magasins qui ont commencé vendeurs en job étudiant. Donc c'est clairement quelque chose qu'on met en avant, cette évolution-là interne. Et puis aussi, il y a des passerelles qui existent entre les magasins et les fonctions support. Il y en a certains qui, au début, étaient sur une fonction commerce, qui étaient vendeurs, qui sont devenus directeurs de magasin. Et puis, parce que la région s'y prête, puisque le siège social est à Sassenage, ont basculé sur les fonctions support, sont aujourd'hui chefs de produits, travaillent dans les collections, travaillent aux achats. Cette passerelle-là, elle existe aussi. Après, c'est plus à l'échelle de Grenoble, c'est simple parce que le siège est à côté. Après, une personne qui sera à Vannes ou à Strasbourg, c'est un peu plus compliqué parce que les sièges sociaux ne sont pas à côté. Mais cette passerelle-là, elle existe aussi. Sur les qualités après que l'on attend des collaborateurs, qui sont en adéquation avec les 4 valeurs que j'ai présentées au début. Et puis, avant tout, moi, ce que je recherche, c'est une personne qui ait une appétence pour un sport, qui soit dans cette dynamique-là. Ça, c'est super important d'avoir cet esprit de sport. Et puis après, c'est un commerçant, je parlais du technicien cycle, il a l'expertise technique, mais c'est aussi que ce soit quelqu'un qui aime le relationnel, qui ne se cache pas dans son atelier, qui aime le contact. Ça, c'est aussi très important. Et puis après, les qualités d'un bon commerçant, c'est la disponibilité, c'est l'écoute, c'est l'aisance relationnelle, c'est le goût pour le contact avec les autres. Ça va être aussi un petit peu la connaissance des produits, même si nous, on forme en interne, on accompagne. Voilà. C'est avant tout un bon savoir-être. Et puis après, pour la partie compétences techniques, il y a des binômes qui s'organisent sur les magasins pour découvrir les produits, il y a des formations, du e-learning. Voilà, il y a plein de choses qui existent aussi en interne pour avoir cette connaissance technique. Excusez-moi, j'étais pas là quand vous avez présenté les 4 qualités. Est-ce que vous pourriez les répéter ? Oui. Les quatre valeurs, en fait, qui sont les 4 valeurs du groupe GoSport. La performance, l'esprit d'équipe, le plaisir et l'orientation client. Donc, faire le lien avec les qualités, l'esprit d'équipe, c'est essentiel. On cherche des sportifs, donc ils sont censés avoir l'esprit d'équipe, même si c'est des sports individuels qu'ils pratiquent, mais en tout cas, ça c'est super important. Le plaisir, parce qu'on est dans une notion d'achat plaisir, on n'est pas sur du commerce alimentaire, par exemple. Moi, quand je rencontre des candidats qui viennent du milieu de l'alimentaire, ils me disent j'espère découvrir une autre relation avec le client parce que on n'est pas sur un besoin primaire, on est sur les gens ils nous viennent nous voir parce qu'ils aiment le sport, ils ont envie de se faire plaisir, dépenser dans cette pratique-là. L'orientation client, parce que comme je disais, on est clairement dans un secteur dans le fil rouge, on m'avait dit de parler de l'évolution des métiers du commerce. On est clairement sur un monde en pleine évolution. Il y a la concurrence directe d'autres enseignes et puis il y a la concurrence de l'Internet. Aujourd'hui, quand vous cherchez un vélo, une paire de baskets, sur Internet, vous trouvez le modèle exact qu'il vous faut, la couleur, tous les détails techniques que vous recherchez sur Internet, vous avez la possibilité de le retrouver. Et puis parfois à un prix sur certains sites très intéressant. Donc clairement, nous, notre objectif, c'est de faire vivre, d'être orienté client, d'être orienté satisfaction client, de faire vivre une autre expérience aux clients. C'est pour ça qu'on a en interne donc les GoSport Runners. On a la chance d'avoir en interne dans nos équipes des sportifs vraiment de très haut niveau qui accompagnent les clients dans une expérience running en dehors du magasin, soit pour tester le matériel, soit pour avoir une expérience un peu fun en dehors du cadre du magasin. Donc ça fonctionne bien. Le coaching, aujourd'hui, dans le programme de fidélité, on développe énormément des sessions de coaching qui vont faire partie intégrante de la fidélité.
du programme de fidélité, on aura des plannings avec des coachs pour aller tester le matériel, pour accompagner dans leur pratique nos clients. Sur Grenoble, on a pris part au Trail des Passerelles. On a grandement participé à cet événement-là pour être au plus près de nos clients. L'année dernière, on a fait tester du matériel en station. C'est moi qui parle, je suis désolé. Je suis là, donc j'essaie d'amortir au maximum ma présence. Quand vous dites que vous essayez de vous intégrer au tissu un petit peu local, c'est quoi? C'est lorsque vous recevez des associations ou des personnes qui viennent vous voir, vous dire voilà, nous on a besoin de telle chose, tel partenariat, ou vous êtes, force de motivation, c'est vous qui faites la démarche ou c'est eux qui viennent vous voir pour... Les deux, parce que qui dit commerce du sport dit on est en relation avec tous les clubs qui peuvent exister sur l'agglo, tous les clubs de sport, donc on souhaite développer les partenariats avec ces clubs de sport pour leur fournir le matériel, pour leur permettre de tester notre matériel, et puis ça fait partie du commerce. Après, sur des événements sportifs, c'est bien souvent à l'initiative des magasins. On a certains collaborateurs qui sont férus de telle et telle discipline, qui vont avoir des liens avec tel club de sport, avec tel événement, et qui vont vouloir développer cela. On l'a fait sur l'Equiden il y a quelques semaines. Une personne était missionnée sur le magasin de Grand Place pour monter les équipes, créer une émulation autour de l'événement. Voilà. Et puis sur le Trail des Passerelles, on a carrément monté un mini magasin. Donc une des managers de Grand Place était chargée de ramener du matériel sur le lieu pour faire découvrir aussi notre magasin. Ça, c'était vraiment une initiative individuelle. Vous avez une grille tarifaire pour les particuliers et une grille tarifaire pour les clubs, les associations? Non. D'accord, ok. Non. D'accord. Et du coup, c'est des métiers qui demandent toujours une mobilité ou pas du tout? C'est mieux. C'est mieux parce que d'une, ça permet d'avoir le bon poste. Voilà, c'est pas toujours évident. On n'aura pas toujours. Moi, je suis intéressée par le poste de manager. Il n'y a pas d'opportunité sur le poste de manager à Grenoble. Forcément, il va falloir que je dépasse un peu cette zone de mobilité. Parce que nous, l'évolution, elle est aussi conditionnée par la mobilité. Parce que demain, vous avez envie de devenir directeur de magasin, il n'y aura pas forcément, là encore, l'opportunité sur le magasin d'à côté. Et surtout, on fait rarement évoluer un collaborateur sur un même magasin. Parce que c'est extrêmement compliqué quand vous avez été le collègue de un tel ou un tel, de demain devenir son N+1, de devenir son manager. C'est extrêmement compliqué, donc on le fait très rarement. Donc, comme dans tous les métiers du commerce, de la distribution, la mobilité est une variable très importante. Ouais. Elle conditionne en tout cas pas mal l'évolution chez nous, quoi. Alors, sur les contraintes du métier, après, il y a la mobilité. On peut être sur certains magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7. Ça, c'est plus vrai en région parisienne. Ou quand on est dans une galerie commerciale qui est ouverte du lundi au dimanche, le magasin, par définition, est ouvert sur ces mêmes rythmes. Ça peut être aussi une des contraintes. Le travail le samedi. Les temps forts de la semaine, c'est le mercredi et le samedi. Ce sont les journées de commerce. Généralement, sur lesquelles en tout cas, il y a peu de chances qu'on ait son jour de repos. En tout cas, le samedi, c'est plutôt une certitude. Ouais, c'est vraiment la journée de commerce. Après, sur la journée type, ça dépend du poste, mais les matins sont généralement timés, rythmés par les livraisons. Alors on est sur un modèle en plus, nous, de distribution spécialisée, donc par rapport à une boutique, les flux de marchandises, les flux de clients sont forcément plus importants.
Après, l'organisation est bien timée, il y a toujours des plages bien définies sur la vente, sur la mise en rayon des produits, sur les temps de caisse. Donc ça, c'est au manager de timer justement la bonne répartition des collaborateurs au bon endroit sur le magasin, quoi. Et puis sur les temps forts dans la journée, après il y a les ouvertures, les fermetures. Les collaborateurs peuvent être amenés à être permanents, c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité du bon fonctionnement du magasin. Donc un cadre, un agent de maîtrise va gérer l'ouverture du magasin avec les flux d'argent, va chapeauter les livraisons, va gérer la fermeture le soir avec la remise dans le coffre. Ça sont les passages obligés de chaque journée. Et puis on est timé aussi bien évidemment par le calendrier commercial avec les temps forts. Là on va arriver sur le Black Friday. On a eu la période forte de la rentrée des classes, on a la prochaine échéance aussi de Noël. Donc on a le calendrier du catalogue, on a le calendrier des fêtes, de la saisonnalité. Et puis en plus, on est sur les produits d'autant plus de saisonnalité chez Gosport, puisque on ne va pas vendre, en tout cas en ce moment, on ne met pas les maillots de bain en rayon, quoi. Merci à vous. Le responsable du magasin Devred Chambéry. Donc Devred est une enseigne qui existe depuis 1902. C'est une enseigne qui a été fondée par Henri Devred à Amiens en Picardie. Et donc c'était l'un des précurseurs dans le prêt-à-porter pour hommes. Parce qu'il faut savoir qu'au début du XXe siècle, en fait, si vous voulez, quand par exemple un père et son fils voulaient un complet pour un mariage, un baptême, les habits du dimanche, il rentrait chez un tailleur, et donc le tailleur prenait des cotes et justement, en fait, il coupait le tissu par rapport à un patron, et en fait il faisait un costume au père ou à son fils. Et donc du coup, en fait, Henri Devred a été l'un des précurseurs du prêt-à-porter pour hommes, c'est-à-dire que comme d'autres avant lui, en fait, il s'est engouffré dans la brèche et en fait, il a fait un magasin où en fait le père et son fils pouvaient aller choisir par exemple un costume où il y avait une grille de taille, et en fait, il n'avait plus qu'à prendre par exemple le costume et puis à payer et à partir avec. Donc voilà. L'entreprise Devred aujourd'hui compte 350 points de vente. Vous avez peut-être sur ces 350 points de vente, vous avez une centaine de magasins en affiliation. Donc en fait, une affiliation, tout simplement, c'est par exemple quelqu'un de lambda qui décide d'exploiter la marque Devred. Donc en fait, il s'occupe de tout ce qui est local, personnel, etc., etc. Et en fait, après lui, en fait, il exploite la marque Devred. Donc Devred lui fournit tout ce qui est marchandises et concepts. Et après, en fait, par rapport à ses bénéfices, il verse des royalties à Devred. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à grandir. Parce qu'il est vrai que Devred était une entreprise familiale pendant de nombreuses années, et en fait on était vraiment axé vraiment dans le nord de la France, et après on a commencé un petit peu à quadriller un petit peu tout le territoire français. Et en 1995, l'entreprise a été vendue au groupe Omnium. Donc le groupe Omnium, c'est le PDG du groupe Omnium est Robert Lascar. Donc il a en plus de Devred Burton of London, qui est un magasin de prêt-à-porter pour hommes et femmes, et les tissus Bouchard, et Eurodif également. Donc du coup, suite à ça, il a racheté Devred à la fin des années 90. Et donc du coup, moi je suis rentré chez Devred en 2000, donc j'ai un BEP Vente Action Marchande, Bac Pro Commerce et BTS Action Co. Et je suis rentré chez Devred en 2000 en tant que vendeur, et j'ai évolué au sein de l'entreprise, adjoint, responsable de magasin en fin 2005. Toujours sur le magasin de Grenoble, et puis en fait après mon poste a été validé, mais sur un autre magasin, donc je suis allé sur le magasin de Chambéry depuis 2006. Voilà. Donc je suis passionné par ce que je fais. Il faut savoir que l'entreprise Devred, ce qui est de bien dans cette entreprise-là, c'est que c'est une entreprise qui vous forme de A à Z. Et en fait tous nos vendeurs qui rentrent chez nous suivent une école Devred.
notamment sur tout ce qui est, coupe des vêtements, matière, style, et on valide ceci par un diplôme, donc à la fin de cette formation. Et après, en fait, ça permet d'avoir, quand vous rentrez dans un point de vente de Vred, des vendeurs qui sont justement qualifiés, qui savent de quoi ils parlent en fait. Ça, c'est le plus important. Et je vais rejoindre Madame Maud. Oui. Donc je vais rejoindre Maud sur le fait qu'en fait, il faut contrecarrer Internet, parce que les ventes sur Internet explosent. Et c'est deux mondes qui s'opposent. C'est-à-dire que Internet, qu'est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire que vous allez commander, et vous êtes, j'ai entendu qu'il y avait une personne qui était sur son canapé qui commandait des articles de sport, etc., etc. En fait, c'est le côté impersonnel de la chose. C'est-à-dire que vous êtes un anonyme quand vous êtes derrière votre écran. Et nous, en fait, notre but chez De Vred, c'est justement que le client soit reconnu. Et donc, on accueille... le client est la priorité chez nous, c'est la priorité. Donc, quand il rentre dans une enseigne, n'importe quel point de vente, notre but, c'est de le satisfaire, qu'il soit content de son achat et qu'il revienne. Et surtout, de se souvenir de ce qu'il a acheté, de se souvenir de ce client et de tisser, entre guillemets, un lien avec lui. Voilà. Je parle de mon quotidien. Donc, mon quotidien, je travaille du mardi au samedi. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. On travaille également le dimanche pendant les fortes périodes d'attractivité commerciale comme Noël, les soldes, le Black Friday, etc. etc. Et donc, du coup, je travaille du mardi au samedi. Et quand je rentre en magasin, la première chose que je fais, c'est que je regarde mes vitrines. Donc les vitrines, en fait, c'est le vecteur numéro 1 de la marque. C'est la première image que le client est là quand il rentre dans le magasin. Donc en fait, quand j'arrive, je regarde si les vitrines sont propres, s'il y a quelque chose qui me choque. Je me mets toujours, en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, c'est-à-dire qu'on se met toujours à la place du client. C'est-à-dire que moi, je me mettrai toujours à la place du client. Ça, c'est le plus important pour moi. Donc par rapport à ça, je regarde si c'est sale, etc., etc. Donc après, je pallie à ça. Après, j'arrive, je fais un tour du magasin et je note tout ce qui va me choquer. Donc tout en me mettant toujours à la place du client, de me dire est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque, etc., etc. Donc j'arrive toujours 1 heure en avance au magasin. J'aime bien, c'est mon moment à moi, ça me permet de me poser, d'analyser mes chiffres, de regarder où est-ce qu'on en est sur le mois, parce qu'en fait il faut savoir qu'on a des objectifs à atteindre. Et en fait, on a des primes par rapport à ça, primes mensuelles, primes trimestrielles, primes semestrielles. Et donc, on est conditionné par le chiffre d'affaires. De toute façon, comme dans toute... C'est un commerce, hein, donc à un moment donné, le chiffre d'affaires, c'est la base. Avec le client, c'est la base, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, j'analyse mes vendus. Et par rapport à mes familles de produits, je regarde les familles de produits qui sont en souffrance et j'essaye d'analyser pourquoi. Il faut savoir que comme on a 350 magasins, c'est facile, parce que l'extraction est facile, c'est-à-dire qu'on a les ventes qui sont, par exemple les familles de produits qui sont, par rapport à tous les magasins de la société, avec des pourcentages. Donc on arrive à voir, par exemple, si on vend plus de manteaux, par exemple à Chambéry, qu'à Lyon, etc., etc., comment on se situe par rapport à la société. Et donc du coup... par rapport à ça, j'analyse tout ça et en fait, je mets en place des actions, c'est-à-dire que dans toute simplicité, par exemple, si on est en souffrance sur une famille de produits, je vais essayer de comprendre pourquoi. Je regarde, en fait, si vous voulez, on a un De Vred Go, c'est une sorte de livre de bord où on note tout, ce qui s'est passé l'année précédente. Donc par exemple, je suis en souffrance sur les manteaux cette semaine, pourquoi ? Et j'analyse par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il faisait moins 20, et puis cette année, il faisait plus 20. Donc du coup, on essaye de pallier à tout ça. Et donc, par rapport à... je fais ça, puis après, on ouvre le magasin, on accueille le client, hein, donc le client est la priorité. On a aussi les livraisons, donc on est livré du mardi au samedi, et... les livraisons, ça varie, mais en moyenne, on a, sur un magasin comme Chambéry, 95 mètres carrés, on doit avoir en moyenne, on doit avoir une dizaine de colis, 10-11 colis, plus les housses. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup en flux tendu. Donc je ne sais pas si ça vous parle, le flux tendu. C'est-à-dire qu'automatiquement, on a un réassort automatique, on vend un produit, et en fait, tout est centralisé. Donc après, ils nous envoient la marchandise directement.
Et après, à nous, quand on reçoit la marchandise, il y a la marchandise qui va aller en magasin et la marchandise qui va en rayon. En fait, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait aucun produit en rupture. On doit toujours se remettre en question par rapport au magasin. Il faut jamais laisser vivre le magasin. Si vous laissez vivre un magasin, en fait, le client, il a besoin de nouveautés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il rentre dans le magasin, s'il a l'habitude de voir les mêmes produits, il va se dire bon, c'est un peu redondant et en fait, il va faire demi-tour. Donc, c'est pas le but. Donc, dès qu'on a le réassort et tout, on met les produits qui vont au magasin, il y en a d'autres qui descendent en réserve. Et puis après, les nouveautés, on les implante directement. Voilà. On les implante et vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment d'embellir le magasin. Donc que le magasin soit le plus beau possible et que le client, quand il rentre, il soit attiré, et qu'il ait un achat plaisir, un achat coup de cœur. Voilà. Il faut en permanence se remettre en question et faire tourner les produits. Donc on analyse beaucoup les chiffres, j'analyse beaucoup les chiffres. En plus de ça, il y a les vitrines aussi à faire. Donc ça, on a une rotation de vitrines toutes les 2 semaines. Et on a des vitrines qui collent un petit peu à la saison. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand il a fait un petit peu chaud et tout, on avait mis des manteaux au début en vitrine. Et automatiquement, on les a retirés, on a mis autre chose, on essaye de pallier à tout ça. Après, qu'est-ce qu'on fait de plus mal? Donc la vente principalement. Après, bon, je fais beaucoup d'administratif, mais bon, ça, je pense pas que ça soit très intéressant de. C'est important de le savoir aussi. Oui, non, mais c'est sûr, mais après, ouais, c'est pas le. Je fais des inventaires aussi, comme ce matin, donc du coup, ça c'est une fois par an, donc voilà, on y passe. On fait aussi beaucoup d'événements comme des soirées privées, donc on en fait une par an, où on invite nos meilleurs clients, parce qu'en fait, on encarte tous les clients. Donc ça, c'est le but d'encarter tous les clients. Après, il y a des clients qui ne veulent pas la carte de fidélité, bon ça c'est une chose, mais on encarte tous les clients et en fait, en fonction de ce qu'ils achètent, on arrive à savoir qui, entre guillemets, a dépensé le plus sur d'une année sur l'autre, etc., etc. Et en fait, après, on les invite et on fait une animation, donc on fait intervenir, par exemple, un traiteur, un barbier, etc., etc. Et donc, ils viennent en magasin et ça crée une sorte d'émulation et voilà. Vous faites des ventes privées à cette occasion ou... Alors oui, sur ces soirées privatives, il y a toujours un petit pourcentage, voilà, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et hormis ça, on fait des ventes privées, comme tout le monde, hein, comme toutes les enseignes, hein, avant les soldes, pour les clients qui sont cartés. Et après, c'est pas tous les clients qui reçoivent, en fait, nous on fait 40% sur tout le magasin, avant les soldes, mais pas tous les clients sont sollicités. Parce qu'un client, par exemple, qui va venir peut-être une fois ou deux dans l'année, et il n'y aura peut-être pas forcément le carton d'invitation. Voilà. Et à Chambéry, ça représente combien de personnes dans l'équipe là, pour les 95 mètres carrés? On est 3. En fait, quand je suis arrivé sur ce magasin, la problématique en 2006, c'est que j'avais une personne, 2 personnes, 3 personnes en temps partiel. Et en fait, quand je suis arrivé sur ce magasin, c'est un magasin qui était en train de stagner en fait. Hein. Après, bon voilà, j'aime pas me mettre en avant. Je suis quelqu'un de relativement, comment dirais-je, en fait, je suis quelqu'un d'humble, donc je vais pas dire que j'ai exposé les chiffres, même si en partie ça a été un petit peu vrai. Mais en fait, quand je suis arrivé et tout, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est non, mais je suis pas du tout comme ça. Mais il me connaît, Xavier, en plus de ça, tu sais que en plus de ça, je suis vraiment, ça me fait bizarre quand même d'être devant vous et tout, parce que malgré que je sois commerçant et que j'aime mon métier et tout, c'est quand même difficile pour moi d'intervenir devant des personnes, parce que je me dis, bon, enfin bref, bon, c'est... Et donc, du coup, de quoi je parlais déjà, je ne sais plus. De l'augmentation du chiffre. Oui. Donc je suis arrivé, il y avait 3 personnes en temps partiel. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une hérésie totale, parce qu'en fait, à un moment donné, qu'est-ce que les gens ils ont besoin? Les gens ils ont besoin de vivre, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on fait avec un temps partiel? C'est pas méchant, hein, mais avec un temps partiel, si vous êtes étudiant, vous êtes chez papa-maman, bon ça va bien. Mais si vous avez un loyer à payer et tout, derrière, il faut quand même assurer, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une personne, donc Myriam, qui est partie à la retraite. Moi, tu l'as connue, toi, Myriam. Elle est partie à la retraite, et du coup, après, il y avait une autre personne qui est partie, qui a fait totalement autre chose. Et j'avais une petite étudiante et tout, donc elle a changé de ville et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé avec... pas tout seul, mais en fait, j'ai recruté des personnes en CDI à 35 heures. Parce que pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que les gens soient motivés... Un commercial en CDI. Ouais. Voilà, tout à fait. Un vendeur en CDI, tout à fait. À 35 heures. Voilà.
Voilà. Et avec une exigence de diplôme ou seulement plutôt du savoir-être Alors, nous, principalement, chez Devrade, la porte elle est ouverte à tous. Hein. Je veux pas que vous pensiez que forcément vous avez un diplôme, ça vous ouvrez des portes. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui avaient un bac pro commerce et tout, et c'est pas la peine parce qu'ils comprenaient rien au commerce. Et à côté de ça, là, je travaille avec Nicolas, qui est mon meilleur élément, et en fait, c'est l'un des meilleurs vendeurs de la région, et il a un CAP. Il a juste un CAP, rien à voir avec la vente. Donc du coup, vous voyez, et en fait, il est rentré, c'est la personne en fait. C'est-à-dire que quand il m'a déposé son CV, nous, qu'est-ce qu'on recherche au jour d'aujourd'hui chez Devrade? C'est des personnes qui soient dynamiques, qui aient envie, qui aient la passion du métier, qui aient le goût pour les autres. Parce qu'en fait, c'est pas facile de travailler au quotidien avec du public. Parce que des fois, vous avez si vous aimez pas les gens, moi j'ai envie de dire, n'allez pas travailler dans le commerce, ça sert à rien. Voilà. Et donc après, c'est le savoir-être. Voilà, pour nous, le plus important, c'est le savoir-être. Il faut que quand le client il rentre chez Devrade, il se sente bien, il se sente accueilli correctement, que la personne, son interlocuteur, sache de quoi il parle. Ça, c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on les forme. On a une école Devrade où on les forme sur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc je ne vais pas répéter, mais c'est vrai que pour nous, c'est primordial. Et c'est là où on va faire la différence par rapport à d'autres enseignes qui, par exemple, ont peut-être mal accueillir le client, ou on dirait bonjour, ou les costumes c'est où? Bah, c'est là. Non, nous, on va tout de suite prendre en charge le client, on va être derrière lui sans être intrusif. C'est-à-dire que des fois, vous avez des clients qui ont envie de regarder tout simplement, on ne va pas leur sauter dessus, on les laisse regarder, en toute simplicité. Et du coup, à 3 vendeurs, ça représente quel chiffre d'affaires? Ah, ça, je peux pas le dire. Ok. Joker. Ok. Joker, mais c'est des... 15 ans et... Ouais. Non, mais c'est pour faire des parallèles avec d'autres secteurs d'activité. Mais non, après, ça c'est relativement confidentiel. Mais ça marche bien. Donc, voilà, moi, je suis toujours là, donc c'est que ça fonctionne. Mais c'est marrant parce qu'en fait, à Chambéry, sur ce petit magasin qui est un plus petit magasin que Grenoble, des fois on fait des chiffres qui sont pas... Des fois j'ai fait des samedis, je me suis dit, oh ouais, d'accord, ok. Donc par rapport à... Et des fois ça m'est arrivé de passer devant un magasin comme Grenoble qui est plus grand en termes de chiffre d'affaires. Ça c'est vraiment grisant parce qu'on se dit... Et le client à Chambéry a un gros pouvoir d'achat. Après, je l'analyse comme ça. À Grenoble, il a un gros pouvoir d'achat aussi, mais peut-être un petit peu moindre que France. Ouais. Ils ont de l'argent, ça vous. Et du coup, après, sinon, au niveau de mes fonctions, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En termes de vente, je pense que tout est cadré par Devrade. Oui. Mais tu as des latitudes pour ton magasin, hormis l'agencement et puis le savoir-être avec les clients. Est-ce que tu as des latitudes commerciales pour faire des choses toi dans ton coin pour dynamiser ton magasin? Bien sûr, totalement même. Totalement. Mais en fait, tout en respectant comment dirais-je, l'image de marque de la société. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, moi je sais que ça fait depuis 2006 que je suis sur le magasin et je connais très bien mes clients. Nous, on a toujours tendance à avoir un petit mot sympa pour tous les clients. Des fois, il y a certains clients qu'on appelle par leur prénom. Il y a certains clients avec qui on a tissé un lien qui nous disent maintenant c'est bon, on se connaît, tu me tutoies et tout. Donc on n'est pas dans le tutoiement, mais bon, c'est vrai que des fois, pour certains clients, on va le faire naturellement. Moi, j'ai des clients que je vous vois, ils me tutoient. Bon, ça ne me dérange pas, ça fait partie du job, mais bien entendu, en fait, ça fait partie d'une remise en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a pour répondre à ta question, je suis parti en vacances au mois d'avril et on avait fait une table capsule. On travaille beaucoup sur les tables capsules, donc en fait avec des produits à durée de vie limitée, une série limitée. Et en fait, une fois que cette capsule-là elle est finie, il y a très peu de produits, on fait autre chose à la place. Et je suis arrivé, ils avaient fait un buste et tout, ce qui était préconisé, un buste avec une sorte d'impair, avec une capuche, tout ça et tout. Il faisait 25 dehors. Je suis arrivé, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, Nicolas me dit, bah ouais, c'est ce qu'ils nous ont demandé de faire et tout. Je dis, non, mais attendez, c'est bon, on va pas mettre veste à capuche, on va pas mettre cette veste-là. On a enlevé la veste. Et il y avait un super t-shirt avec un scarabée. Donc en fait, la table capsule s'appelait Pique-Nique Panique. Bon, en fait, il y avait plein d'insectes qui étaient représentés sur des t-shirts, des polos, etc. etc.
Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un super t-shirt avec des couleurs de saison, un scarabée super et tout, machin. Hop, je l'ai pris, je l'ai mis sur le buste et tout, et on en a vendu... voilà, dans la journée, on a dû en vendre peut-être 6 ou 7. Et il faut toujours, en fait, se remettre en question, et c'est pour ça qu'il faut analyser aussi les chiffres. Et il y a aussi moi je travaille aussi beaucoup le feeling produit. C'est-à-dire que quand je reçois un produit, bon ça fait longtemps que je suis dans la boîte, donc je connais les produits, je peux te dire, ce produit-là c'est un super produit, celui-ci on va pas le vendre. Et tout de suite celui-ci il faut le déplier, et ça il faut voilà, en fait c'est vraiment... Et je suis en permanence, en fait, j'adore faire ça. Moi, le merch c'est le truc... Le merch en fait c'est la mise en avant des produits, pour ceux qui... En français marchandisage, en merchandising en anglais. Voilà. Et du coup, en fait, quand on reçoit des nouveautés tout de suite, moi, c'est comme à Noël, en fait, on ouvre les colis, on dit, ça c'est super sympa, il faut qu'on le joue. Et en fait, il faut, voilà, c'est ça, c'est créer une sorte d'émulation, voilà, c'est ce qui nous fait vivre. Voilà. Et il n'y a rien de plus gratifiant quand on fait par exemple, on fait un mural, donc avec un total look. Le client il arrive, il se dit ah wow, c'est super et tout machin, hop il essaye et tout, il prend et voilà, et il va dans la cabine et voilà quoi. Donc après il achète et c'est quelque part c'est l'aspect un petit peu créatif. Et des fois voilà, après c'est en fonction aussi on a quand même une marge de manœuvre. Bon, il y a certaines personnes qui vont se rassurer en suivant, bien entendu chez Devred on a un plan merch, donc on a par exemple chez Devred vous avez 2 univers, vous avez un univers ville, un univers sport. Et dans chaque univers, vous avez ce qui est entre guillemets l'héritage et la modernité. Héritage, en fait, la ville, c'est plus quelque chose d'andy anglais, etc., etc. Et la modernité dans la ville, c'est plus tout ce qui est graphisme, voilà. Donc du coup, c'est joué, c'est décliné dans la ville et le sport de la même façon. Et on essaye après justement on peut suivre ce plan merch et faire du copier-coller. Mais des fois, le copier-coller, c'est ce qui va fonctionner, par exemple à Paris, qui est un produit qui est très pointu, sur Chambéry, qui est une plus petite commune et tout, ils ont besoin des gens d'être rassurés. Le trop pointu ne fonctionnera pas. Donc après, il faut s'adapter. Et les clients, du coup, sont sensibles au changement de... Travailler dessus. Donc là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a hormis les avis Google, là, où ils mettent une petite étoile et tout. Bon, après, ça, c'est un double tranchant, puis après, on ne sait pas. Des fois, voilà, les clients qui vont... En fait, ce qui me dérange un petit peu par rapport aux avis Google, parce que c'est pas forcément encadré, déjà d'une, et puis de deux, en fait, on en parlait justement avec un RRI, donc responsable de l'identité visuelle. En fait, il avait un copain à lui qui a ouvert un restaurant à Lyon. Et peut-être un mois avant l'ouverture, il avait déjà eu des commentaires négatifs, n'allez pas manger chez lui, c'est mauvais, machin, c'est tout. Alors qu'il n'était pas ouvert. Donc à un moment donné, on ne sait pas, des fois peut-être qu'on peut avoir un commentaire négatif parce que c'est justement un concurrent ou quoi que ce soit, un confrère plutôt qui va nous mettre un commentaire négatif. C'est plus un concurrent pour le coup là, c'est pas un concurrent. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Et la cible type là chez Devred, c'est quelle tranche d'âge du coup? Alors en moyenne, notre moyenne d'âge c'est la quarantaine. Mais en fait notre tranche d'âge c'est plutôt 25-60. Voilà. Après tranche, on essaie de toucher tous les publics. Mais bon après c'est vrai que par exemple des fois vous avez par exemple on habille les pères, et puis des fois il y a le fils qui veut venir s'habiller et tout, mais bon, le jeune il a 14-15 ans, il est svelte, il fait un 34 de pantalon, bon ben chez nous ça va être un peu compliqué, donc on va plus l'orienter vers des... Après voilà, c'est ça aussi, le but c'est pas de dire non on n'a pas, et puis basta quoi, c'est juste de dire ben, il y a un magasin à côté qui s'appelle Jules, bon voilà, c'est un confrère, ils font des petites tailles, allez les voir, et puis voilà. Et à contrario, des fois ils nous en envoient aussi quand ils n'ont pas de... Par exemple sur les costumes, ils ont quand même un choix quand même relativement limité, donc ils nous renvoient la bonne. Je pense qu'il faut travailler en intelligence avec les gens et pas forcément se dire que... Devred fait partie d'un groupe. Oui, tout à fait. C'est quoi le... Omnium. Voilà, qui appartient à Robert Lascar, et on a les enseignes Burton of London, prêt à porter hommes et femmes, Eurodif, alors je ne sais pas s'il y en a un sur Grenoble, il me semble plus sur Annecy. Et les tissus Bouchard. Voilà. Donc monsieur Lascar, c'est un monsieur tout à fait respectable qui a quasiment 80 ans à peu près, et qui va bientôt céder
céder l'enseigne, donc voilà. Il y a des enfants qui sont dans le commerce, il sait pas trop s'ils veulent reprendre tout, mais c'est quelqu'un qui est passionné, c'est vraiment quelqu'un qui est parti de rien, et c'est un self-made man, et il s'est fait tout seul, quoi. Vraiment, ça n'a pas été évident pour lui, mais bon, il a perdu son père jeune, enfin ça c'est... Voilà. Devred n'a pas encore vous n'avez pas pris de célébrité, entre guillemets, de tête d'affiche en termes d'image, c'est pas... Non, parce que d'une part ça coûte cher. Voilà, on fait pas trop de pub. Si on fait de la pub, mais pas forcément. On fait pas de la pub à la télé ou des choses comme ça, parce que on préfère peut-être plus axer. Comment dire, on préfère peut-être plus se focaliser sur la formation des vendeurs, formation produits, etc., formation merch, plutôt que de se focaliser. La pub du coup. Si, on en fait, mais en fait, c'est très rare. Là, on a fait un partenariat avec Pierre Roger, je ne sais pas si vous connaissez. Pierre Roger, qui a gagné au Top Chef, le gagnant de Top Chef, qui a fait 2 finales, qui a un restaurant à Béziers. Et donc, on a fait une micro-capsule, donc la collection ADN, donc collection plutôt d'inspiration ville. Et on avait comme tête d'affiche Pierre Roger. Voilà. Qui vous a fait vendre, Pierre Roger ? La collection de capsules s'est très bien vendue. En fait, on avait un costume en prince de Galles avec dans les teintes de gris, noir et bordeaux. Et en fait, ça c'est très bien vendu. Après, il y a pas mal de pièces qui se sont bien vendues sur cette mini collection, puis d'autres à contrario non. Mais bon, après c'est voilà. En fait, des fois, on a des partis pris et il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres. Donc cette capsule-là, elle était dans tous les Devred. Dans tous les Devred de France, oui, tout à fait. Comment vous voyez l'implantation de nouveaux Devred à l'échelle du territoire? Du coup, c'est vraiment par affiliation opportunité ou est-ce que... c'est réfléchi. Ouais. C'est réfléchi, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas... Par exemple, pour vous répondre à votre question, on avait l'affilié d'Albertville qui voulait ouvrir un magasin à Champ-Nord. Et donc, du coup, en fait, le directeur financier et le PDG, ils n'étaient pas d'accord parce que justement, ça m'aurait vampirisé. Parce qu'il est compliqué, vous savez comment ça se passe dans les centres, dans tous les centres-villes de France et tout, c'est compliqué pour se garer, pour payer le stationnement, etc., etc. Vous allez à Champ-Nord, vous prenez votre voiture, c'est comme quand vous allez à Grand Place, hein, vous prenez votre voiture, vous allez faire vos courses, vous repartez, et puis voilà, hein, merci, au revoir, et puis il n'y a pas de stationnement à payer. Donc ça au niveau de l'achat, c'est bien, quoi. Justement, c'est du commerce pur et dur. Mais bon, ça c'est tout ce que les politiques, après, bon, je ne fais pas de politique, hein, mais c'est tout ce que les politiques n'ont pas compris, parce qu'en fait les politiques ne comprennent rien au commerce, ça c'est un autre débat. Mais bon, voilà, en aparté, hein, ça c'est... Ah mais... Et du coup, c'est réfléchi. Par exemple, là, en local, ici, est-ce que, je sais pas, on peut imaginer un Devred à Villard-de-Lans ou sur des zones comme ça? Alors, tout dépend de l'étude de marché. C'est-à-dire que si l'étude de marché elle est bonne, oui. Si l'étude de marché n'est pas bonne, non. Si le projet n'est pas viable, il n'y a pas de raison. Le but de Devred, en fait, si vous voulez, c'est d'accroître son parc de magasins, pas de diminuer son nombre de magasins. Donc en fait, c'est vraiment réfléchi. Et là, on est en train de s'exporter à l'international. Et en fait, là, il y a donc la personne qui est chargée de ça chez Devred, qui est responsable du développement à l'international. Son projet est réfléchi. C'est-à-dire que là, on est en train de s'implanter en Suisse, après on va s'implanter en Belgique, en Suisse, etc. etc. Donc c'est vraiment au Luxembourg plutôt. Et donc du coup, ça, voilà. Le but, c'est vraiment quelque chose de concret. Après, on est international, on a des magasins au Maghreb et tout qui marchent très bien. On a un magasin à Casablanca, à Rabat, au Maroc. On a Alger. Et donc, c'est vrai que voilà, on essaye vraiment de travailler tout ça. En Espagne, on n'y est pas encore. Après, en Espagne, c'est compliqué. Il y a Zara. Donc, voilà. Là, chasser sur les terres de Zara, c'est très très compliqué pour nous. Ben, merci à vous. Et bien bonjour du coup, donc je me présente, je m'appelle Damien Roga et je travaille pour la société Sigma Béton. Je suis le directeur de la société. Juste pour vous présenter le contexte, donc Sigma Béton c'est une filiale du groupe Vicat, donc Vicat qui est normalement assez connu en Isère puisque Louis Vicat est l'inventeur du ciment. Donc le ciment que tout le monde utilise, les maçons comme les constructeurs, c'est Louis Vicat qui l'a inventé, c'est son fils Joseph derrière qui a commencé à créer l'entreprise
avec les premiers fours de cimenterie, donc les premiers fours qu'on appelle fours biberons, qui sont à Genevrey-sur-Vif, ou Genevrey-de-Vif, tout ici à proximité, qu'on peut encore visiter, dans lequel donc on fabrique le ciment. Depuis, l'entreprise a grossi, et aujourd'hui c'est une entreprise qui fait à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires, qui est présente à l'international, qui est toujours une entreprise familiale. C'est toujours la famille Vicat qui détient la société à un peu plus de 60% des parts. Le reste des actionnaires, ce sont les salariés ou des petits actionnaires à côté. Donc une entreprise qui est axée autour du ciment et qui, pour consommer du ciment, a aussi investi dans d'autres sociétés qui sont notamment le béton, les centrales à béton, les carrières, justement pour alimenter, pour fabriquer du béton, et puis pour alimenter aussi les cimenteries, puisque le ciment est fait à la base à partir de matériaux issus des carrières. Et puis tout un tas d'autres activités annexes, comme par exemple le transport avec SATM, les camions avec la croix de Savoie que vous voyez se balader un petit peu partout. Une activité un petit peu atypique qui est présente sur Visil, c'est les papeteries de Visil. Alors ça, c'est une histoire de famille entre des mariages organisés, on ne dit pas arrangés, on dit organisés. Donc voilà, les papeteries, c'est un petit peu dans le dur en ce moment, hein. C'est compliqué de faire du papier, mais là, ils se sont réorientés sur du papier plutôt technique. Tout ce qui est prix Goncourt, tout ce qui est chèque de banque, tout ce qui est carte IGN. Et ils font aussi du papier cuisson. Ça peut paraître bête, mais c'est assez technique à faire. Puis bien sûr, ils font du papier pour les sacs à ciment. Voilà. Et puis, dans tout cet amas de filiales, on va retrouver Sigma Béton. Donc nous, Sigma Béton, qu'est-ce qu'on fait? En gros, on est à la fois les cuistots, puisqu'on va définir les recettes pour les formulations béton, et on est le contrôle qualité pour tous ces produits-là, depuis les matières premières, en passant par le ciment, les granulats, jusqu'à la fabrication du béton et jusqu'à sa mise en œuvre. C'est nous qui sommes garants du respect des règles, des normes, pour pouvoir produire un matériau ou pour pouvoir fabriquer un bâtiment ou un ouvrage d'art. Donc on a ces deux casquettes-là, et pour ça il faut être présent aussi bien sur un centre technique qui est basé à l'île d'Abo, mais il faut être présent aussi sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a 16 agences au niveau national. Donc Sigma Béton, c'est une centaine de salariés, c'est à peu près 8 millions de chiffre d'affaires, et on fait du service. Donc là-dedans, on s'appuie sur des référentiels qualité, puisque ce que l'on impose à nos clients comme contrôle qualité, il faut qu'on se l'impose à nous aussi en termes d'organisation, de traçabilité. Et si jamais il y a un désordre sur un ouvrage, un bâtiment qui commence à s'effondrer ou quoi que ce soit, il faut que nous, on soit en capacité d'avoir, si jamais on a contrôlé le chantier, il faut qu'on soit en capacité de démontrer que tous les contrôles qualité ont été faits et que tout était conforme à l'instant de la construction. Après, il y a ce qu'on appelle des pathologies, la maladie du béton qui peut se développer, et derrière, c'est d'autres processus qui vont venir s'imbriquer. Donc comment on est organisé dans ces différentes agences? Le modèle est toujours le même, c'est les effectifs qui vont varier en fonction de l'activité sur place et en fonction des régions. Il y a des régions plus prospères que d'autres. Si on parle Lyon, si on parle Grenoble, il y a beaucoup d'activités, Paris aussi. On est présent à Limoges, c'est un peu le no man's land, hein. Mais il y a quand même besoin de nous. Et donc dans chaque activité, vous allez retrouver un responsable de laboratoire et en dessous des techniciens. Ce responsable de laboratoire, en gros, c'est un patron d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander déjà de garantir la pérennité de son centre de profit, puisqu'on travaille tous pour gagner de l'argent. On va lui demander d'encadrer ses équipes et de faire grandir ses équipes, puisque l'objectif aussi, c'est de faire évoluer les personnes techniquement, pour leur faire prendre potentiellement d'autres postes, ou du moins toujours continuer à leur donner de l'intérêt dans leur métier, et puis garantir la feuille de route en termes bien sûr de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc voilà pour le responsable de labo. Sur la partie technicien,
Lui, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de respecter les règles, bien sûr, de l'entreprise. Il va être là aussi pour réaliser ce que l'on fait sur le terrain, donc les essais, pour faire le contrôle qualité, tout comme le responsable de labo. Mais après, c'est la répartition en termes de plan de charge qui va être différente, parce que le responsable de labo va avoir d'autres missions annexes. Et on part du principe, en fait, que tous nos salariés sont des commerçants. Ce qu'on va vendre, c'est compliqué dans ce qu'on va vendre parce qu'on ne vend rien de bien matériel. On va vendre du service, on va vendre de la matière grise, et derrière, in fine, ce qui reste quand même dans les mains du client, c'est du papier, puisqu'on va vendre des rapports, des certificats qui disent que ce qu'il a fait, c'est bien fait, qu'il peut continuer à le faire, que le béton qu'il a coulé, la dalle qu'il a fait, que ce soit chez un particulier ou pour une grosse plateforme logistique, eh bien, elle est bien en conformité avec le cahier des charges et la commande du client. Donc chacun est en final un vendeur, puisque notre vente, elle va passer aussi par la technique. Le client est vraiment mis au centre, donc il y a des parallèles avec DeVred, c'est-à-dire qu'on va aller voir les clients et qu'est-ce que l'on va faire en premier, c'est écouter le besoin du client et être capable de le conseiller, parce qu'en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas parce que je construis un logement collectif que le programme de contrôle va être comme ça et puis c'est tout. Derrière tout ça, il va falloir agrémenter ce que l'on va vendre et agrémenter le programme de contrôle. En combien de temps doit être construit le bâtiment? Quelle typologie de béton ils ont choisi de couler? Est-ce que le béton qu'ils ont choisi est bien en conformité avec la réglementation? Est-ce que le béton va être soumis à des intempéries, avec de la neige, avec du gel, avec du vent? Donc ça, nous, il va falloir qu'on conseille le client et qu'avec lui, on bâtisse le programme de contrôle pour assurer son suivi qualité du chantier. C'est pour ça que chaque ouvrage va être différent, même s'il y a des similitudes. Et puis si vous construisez un bâtiment, si vous construisez un pont, si vous construisez une centrale nucléaire, là aussi, il y a des multiples référentiels. On le sait, en France, il y a trop de normes. Nous, on baigne en plein dedans. Voire même, c'est nous qui participons à les écrire. C'est un peu notre métier aussi, du coup. Mais on va vraiment être à l'écoute du client et ça passe vraiment par du relationnel. Pour l'instant, on n'a pas parlé de prix, on n'a pas parlé de tarifs de prestation ou quoi que ce soit, on n'a pas signé de contrat. Pour l'instant, on est allé voir le client, on l'a écouté, on a su comprendre son besoin et après, on va le retranscrire à travers un programme, bien sûr chiffré, mais à travers un programme, et on va aller lui vendre comme ça, pour lui faire comprendre que s'il ne veut pas être embêté, il vaut mieux qu'il fasse les contrôles en temps et en heure, plutôt que derrière nous faire réintervenir pour justifier que ce qu'il avait fait, c'était quand même bien fait. Parce que derrière, si on réintervient une fois que le bâtiment est construit, nous on va venir avec des carotteuses, on va aller prélever du béton, on va lui faire des trous de partout dans son bâtiment qu'il va devoir reboucher. S'il y a un aspect esthétique, il va falloir recréer l'esthétisme du bâtiment qui aura été dégradé par notre intervention. Et tout ça, ça coûte quelques milliers d'euros pour quelques centaines d'euros qu'il aurait eu à payer sinon auparavant. Donc notre métier, ça va être autour de ça. On a d'autres fonctions qui sont des fonctions transverses où là, on va avoir des chargés d'affaires. Ces chargés d'affaires sont plutôt là pour les gros chantiers et pour que l'entreprise ait un interlocuteur unique qui lui gère de A à Z. Pareil, c'est du service, toute la partie qualité. Parce qu'après, l'entreprise, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander des statistiques sur ses résultats. On va lui demander si tout était bien conforme à telle période de l'année, s'il n'aurait pas dû recalibrer et recadrer sa façon de travailler. Donc nous, on va prendre en main tout ça avec un chargé d'affaires qui va être là pour centraliser toutes les données et derrière lui restituer des analyses pour que le client n'ait pas ça à s'occuper. Quand on a 50 personnes sur un chantier à gérer pour monter des banches de coffrage, phaser les travaux, réceptionner les matières premières, plus tous les aléas de chantier, en fait, on n'a pas envie de s'occuper de la qualité, en fait, ça gonfle tout le monde. Et donc ça, nous, on le prend à notre charge. Donc ça, c'est le complément qu'on va être en capacité de vendre par la suite. Donc voilà en termes de vente ce que l'on va pouvoir faire. Derrière, pour pouvoir faire cette vente-là, il faut que les gens soient sereins techniquement. Donc on va aussi s'attacher à former notre personnel et à les faire grandir pour qu'ils acquièrent de la technique et qu'ils soient bien en phase avec toutes les évolutions de notre métier. Alors,
pour tout le monde, le béton, c'est ce qu'on voit, nos parents et tout, ce qu'ils faisaient, c'est 3 pelletées de sable, 3 pelletées de cailloux, puis un seau de ciment. En fait, c'est bien plus complexe que ça. La formulation d'un béton, ça s'apparente plutôt à de la pâtisserie, puisqu'on est dans les mêmes gammes de précision, mais sur des échelles industrielles. C'est-à-dire quand on va peser sur une centrale à béton du ciment, eh ben, on va essayer de ne pas dériver à plus de 5 voire 10 kg pour 1000 litres de béton produit. Donc c'est des industries qui restent quand même ultra précises. Donc nous, il faut qu'on forme notre personnel par rapport à tout ça pour monter en compétences. Donc pour ça, j'entendais que chez GoSport, il y avait un centre de formation dans un magasin test. Nous, on a un organisme de formation, Sigma Formation, qui forme notre personnel, mais aussi nos clients, pour pouvoir mieux appréhender la technique de notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère dire à notre client, venez en formation une semaine chez nous, envoyez votre personnel, qu'on les forme sur les référentiels, sur les règles. Nous, peut-être que ça va nous faire intervenir moins souvent sur le terrain, mais on préfère intervenir à bon escient et être sûr que le travail soit bien compris en face et bien fait, plutôt que d'avoir à récupérer toutes les bêtises qu'ils vont faire sur le chantier, toutes les dérives qu'ils vont faire, parce que derrière, c'est bon pour personne. Nous, on n'y gagne rien, mis à part un peu d'argent, mais ce n'est pas la façon dont on a envie de faire fructifier la société. Et le client, il ne gagne rien non plus, parce qu'il ne fait pas évoluer ses équipes, et ses équipes ne comprennent pas l'intérêt du métier. Donc voilà, après, par rapport à nos concurrents, ça va être ça, en gros, la différence. Et ça va être comme ça qu'on se positionne. On ne fait pas de pub, on nous voit très peu dans les magazines. Par contre, on va nous voir dans tout ce qui est groupe de travail, groupe de travaux sur la technique, sur les normes. On va apporter du service au client qui n'est pas toujours facturé, mais c'est notre conscience professionnelle qui est là pour nous dire, on voit un truc qui est pas conforme sur le chantier, on va aller voir le chef de chantier et puis lui dire, écoute, moi je serai toi, je le verrai peut-être un petit peu différemment, j'aborderai le chantier un petit peu différemment pour que ça se passe mieux. Après, il fait ce qu'il veut, mais nous, on est là pour donner du conseil. Et ce conseil, ça fait quand même pas mal d'années qu'on le diffuse, parce que la société existe depuis 1972. On grossit petit à petit au gré des grands chantiers, donc vous aurez pu nous retrouver les formulations du viaduc de Millau, qui est quand même le chantier emblématique en France. Donc les formulations avec le suivi de chantier, c'est nous qui l'avons fait. La Bibliothèque de France, quasiment tous les ouvrages en Rhône-Alpes, toutes les centrales nucléaires. Aujourd'hui, on parle du Grand Paris, donc le fait de faire les tracés du réseau ferroviaire, de doubler le réseau pour tous les franciliens pour accéder au centre de Paris. Donc on est sur 80% des chantiers. Les lignes SNCF Méditerranée, dans le Grand Est, puis voilà, j'en passe, le stade de Grenoble. Voilà, vous allez nous retrouver. Après, vous parlez d'une journée type, en fait, il n'y en a pas. Et c'est ça l'intérêt du boulot, ou c'est ça qui peut perturber certaines personnes. C'est qu'on a des plans de contrôle hebdomadaires. On sait que tous les jours, on doit éditer des rapports d'essais, parce qu'il y a des essais qui doivent se faire à échéance régulière. Mais malheureusement ou heureusement, autour de tout ça, il y a les aléas de chantier. On doit intervenir tel jour sur le chantier, ouais, mais il y a un souci, il y a une panne, on a du retard pour monter un coffrage, la centrale à béton est tombée en panne, tiens, il y a gelé cette nuit, on ne peut pas redémarrer les installations. C'est ça qui fait notre quotidien et qui fait que tous les jours, le responsable de labo doit réorganiser son équipe, réorganiser les plannings pour arriver à faire tout ça en temps et en heure. Derrière tout ça, nous, ce qu'on assure, c'est de la réactivité au client, c'est-à-dire qu'on s'engage à ce que s'il nous prévient 48 heures à l'avance, on soit en capacité de faire l'intervention qui est demandée. Qu'il faille passer une demi-heure, 1 heure ou 8 heures sur un chantier, on doit être en capacité de faire ce qu'on nous a demandé. On peut nous le demander à 24 heures, mais là, il n'y aura pas d'engagement, on fera tout pour répondre à sa demande. Par contre, sous 48 heures, on doit être en capacité d'intervenir. C'est ça aussi qui fait notre force de vente. Donc on ne vend pas des tarifs, même si le nerf de la guerre, c'est quand même de discuter le bout de gras autour du prix de la prestation, mais c'est surtout le service. Et si on arrive à enlever une épine du pied à notre client, après c'est une histoire d'homme, on sait que pour le prochain chantier, il nous rappellera. Pareil que si on a foutu en l'air une prestation ou si on n'a pas bien fait ce qu'il voulait, derrière on sait qu'il y aura des conséquences qui seront négatives par la suite. Donc voilà, après nous on est vraiment sur une culture d'équipe et sur l'envie du personnel et arriver à fidéliser nos équipes
au sein de la société. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans la même boîte. J'ai commencé comme stagiaire jusqu'à finir directeur de la société. Donc voilà, c'est un parcours qui est assez sympa. Il y en a d'autres. Hein, mon directeur adjoint avait rien, pas de bac, rien du tout, mais il a grandi au sein de la société. Alors ce qui se faisait avant, où on avait le temps d'accompagner les gens pour qu'ils puissent évoluer, c'est quand même un peu moins vrai maintenant, parce qu'on est tous à courir à droite, à gauche, il y a la pression du chiffre, il y a la pression de la rentabilité. Donc c'est vrai que le diplôme a une certaine importance. Maintenant, ce qu'on impose surtout sur nos équipes, c'est d'avoir du bon sens, de la rigueur, parce qu'on fait du contrôle qualité, on n'est pas là pour inventer des résultats ou quoi que ce soit. Si on invente un résultat puis que le bâtiment il s'écroule derrière, voilà, on a vu, hein, il y a eu des catastrophes en France. Récemment, il y en a eu une grosse en Italie tout de même. Donc, c'est avoir de la rigueur, c'est avoir une conscience professionnelle, c'est d'être motivé, être flexible sur les horaires, parce qu'un chantier peut attaquer à 6h du matin comme il peut attaquer à 10h. C'est souvent très tôt les chantiers. Et puis, c'est avoir un bon relationnel avec le client, être capable d'écouter ce dont il a besoin et de lui apporter une réponse à sa prestation. Voilà. Une décision. Non. Une personne à placer. Pour les Bon, offres, du coup, on peut regarder sur le site de votre entreprise. Qui est très mal fait. Ah bon? Bah, on Oui, au mais téléphone c'est alors. Donc le mieux, le mieux, c'est de postuler directement. Donc sur le site internet de Sigma Béton, il y a une adresse pour pouvoir soit demander des infos pour un chantier ou autre. Le mieux, c'est d'envoyer les CV. Et puis sinon, Xavier a mes coordonnées, donc d'envoyer un mail. On est en train de refaire le site internet, notre façon de communiquer, ça sera plus interactif d'ici 1 an. Mais là, à l'instant T, c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à trouver du personnel, parce que jusqu'à maintenant, on passait beaucoup par les agences d'intérim. Bon, sauf que celui qui est intérimaire, il n'a pas forcément envie de se stabiliser dans une profession, mais voilà. Et est-ce que, juste un petit retour d'expérience par rapport au fait, vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez justement utilisé beaucoup d'intérimaires. Est-ce que ça vous a aidé à formaliser certains postes ou certains détails de votre métier, quoi, des tâches en fait qui ont été vraiment spécifiées pour justement faire en sorte que n'importe qui puisse arriver un matin et dire bah tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, enfin le process. Alors, quoi. Oui et non. Non, parce que c'était déjà pas mal formalisé, parce que étant donné qu'on doit... Alors on a des certifications, alors on est ISO 9001, c'est assez facile l'ISO 9001, c'est j'écris ce que je fais et en principe j'essaye de faire ce que j'ai écrit. Donc, mais déjà ça cadre et on est obligé d'être cadré. On a une accréditation qui s'appelle le COFRAC Essai. En fait, c'est une accréditation qui est bien plus pointue, qui elle valide qu'on respecte les normes d'essai. Ça paraît bête, mais comme je vous ai dit, les expériences et les concurrents qu'on a pu voir, c'est pas anodin. Mais on respecte les normes, mais ce qui impose aussi que chaque personne individuellement est formée et tous les 2 ans est revalidée à son poste pour être sûr qu'elle fasse toujours le boulot correctement et qu'elle n'ait pas pris de dérive. Et pour ça, on est audité et chaque année, on a à peu près entre 4 et 5 audits sur nos sites et sur le centre technique pour valider notre personnel et valider notre façon de travailler. Donc voilà, nous l'intérim, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a juste contraint à les cantonner à certaines tâches. Parce que l'intérim est plus volatile, il n'a pas la même envie de s'intégrer dans la durée de la société, donc forcément on est obligé de le mettre à des tâches plus basiques et qui du coup lui feront pas voir tout le panel de possibilités en termes de métiers dans l'entreprise. Après il y a des gens qui ont été plus curieux que d'autres et c'est comme ça qu'on a pu les embaucher, mais l'intérim il peut arrêter quasiment du jour au lendemain. Voilà, lui aujourd'hui il n'a pas de mission, on arrête son contrat, c'est pas grave, il retrouvera une autre société potentiellement derrière. Donc voilà, ça nous a contraints surtout à ça. Par contre, ça nous a mis en danger par rapport à notre satisfaction client et à nos engagements par rapport aux clients. C'est tout bon? Merci beaucoup. Merci à vous.